Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Laurent Lemoine. Bonjour. Alors vous êtes théologien spécialiste de l'éthique, vous êtes dominicain, psychanalyste, vous enseignez l'éthique théologique à l'Université catholique d'Angers, vous êtes rédacteur en chef de la revue d'éthique et de théologie morale et vous êtes l'auteur de Quoi de neuf, docteur, la psychanalyse au fil du religieux et de Au défi des addictions, comment réagir, donc coécrit avec Micheline Clodon aux éditions Salvator. Et tout d'abord, je voulais revenir sur cette affaire dont on a beaucoup parlé, mais l'idée n'est pas d'en reparler spécifiquement, c'est de l'affaire Palmade, où on se rend compte que donc, Monsieur Palmade était donc dépendant à l'alcool. On découvre aussi qu'il était donc dépendant à la cocaïne, et une cocaïne donc qu'il utilisait, qu'il consommait, quitte à s'endetter. Comment vous expliquez ça, que ce Pierre Palmade, il voulait s'en sortir depuis longtemps, et puis il a été pris dans une spirale autodestructrice? Vous avez prononcé le mot malheureusement qui va bien, qui est le mot spirale, hein, c'est-à-dire dans les phénomènes de l'addiction, qu'il s'agisse de Pierre Palmade ou de n'importe qui, cette spirale commence à être cassée, si vous voulez, commence à être affaiblie au moment où la personne demande un soin. Mais c'est déjà une démarche très importante de demander un soin. Ensuite, ce soin, il faut le tenir. Et c'est le plus difficile, c'est de tenir le soin en fonction du résultat, qui n'est pas toujours d'ailleurs excellent, qu'on obtient. Et dans l'affaire Palmade, vous avez sûrement entendu qu'il s'est essayé à de nombreuses fois, n'est-ce pas, de s'en sortir. Et je crois qu'on a même parlé de 4 ou 5 cures, hein, de désintoxication, presque une par an, vous voyez, et qu'il a plus ou moins suivi ou interrompu. Donc, vous voyez bien que cette spirale, elle a quelque chose d'infernal, parce qu'elle ne peut pas se reposer seulement sur la volonté de la personne. Parce que la volonté, il faut pourtant avoir suffisamment de volonté pour le faire, mais la volonté ne sert pas à grand-chose dans l'addiction. On l'assimile tout de suite à quelque chose du genre, tu ne veux pas t'en sortir, si j'ose dire, aide-toi et le ciel t'aidera, vous voyez, hein, tu ne veux pas t'en sortir, tu devrais y arriver. Et la volonté abdique dans l'addiction. C'est la difficulté, ça. Et pourtant, il y a un moment où il faut avoir un déclic suffisant pour se dire, j'en ai besoin, je vais entamer une démarche de soins. Mais c'est un processus difficile, on traverse des étapes, on est soutenu par l'équipe de soins, par des médicaments, etc. Mais on sait que dans ces processus, les résultats ne sont pas pérennes et que les gens peuvent en effet rechuter, ce qui est apparemment le cas de Pierre Palmade. Et il aurait dit à des policiers dès 2021 lors d'un contrôle « Je serai toxicomane et alcoolique toute ma vie ». Alors, est-ce que vous pensez que Pierre Palmade avait raison? Est-ce qu'il y a des maladies, des addictions comme ça qui sont incurables en réalité? Là, le problème, c'est qu'en nous parlons des addictions, on parle de celles de Pierre Palmade qui sont, pour autant qu'on les connaisse exactement, enfin, on a déjà une assez bonne idée malheureusement, mais toutes les addictions ne se valent pas quant à la démarche de soins, ni je dirais l'addiction elle-même, ni les doses, les consommations que l'on prend, la durée également qui compte beaucoup, hein, si on est un addict de fraîche date, j'allais dire, ou si on a un addict très ancien comme Pierre Palmade, le succès d'une démarche de soins n'est pas le même en fonction des produits ni des comportements, parce que vous avez des addictions avec produits, hein, typiquement les drogues, et là encore, les drogues, il y en a de très nombreuses, et elles ne se valent pas toutes quant à la gravité et à la démarche de soins. Bon. Mais il y a également des addictions sans produits qu'on appelle des addictions comportementales, hein. Par exemple, le fait vous allez me dire, l'écran, c'est déjà un produit d'une certaine manière, hein, mais c'est pas un produit qu'on consomme, c'est un produit qu'on a devant soi et qui entraîne des comportements addictifs. Donc, on distingue souvent les addictions avec produit et les addictions plutôt comportementales. Et la démarche de soins n'est pas la même exactement, hein, elle est adaptée en fonction des produits ou des comportements.
Mhm. Et dans cette affaire, Pierre Palmade, on se rend compte aussi qu'il n'y avait pas que l'alcool et la cocaïne. On parle aussi d'orgies pendant 24 heures avec des escort boys drogués au chemsex. On découvre aussi que Pierre Palmade consommait de la pornographie, de la pédopornographie. Est-ce que dans ces addictions aussi, il n'y a pas une course toujours à quelque chose de plus extrême, de plus fort, parce que en réalité, les doses d'avant ne font plus effet? Est-ce qu'il y a Il y une a course? différentes. Une course. Bah oui, le problème de la course aux addictions, c'est que vous subissez la course dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire que, et à certains moments, vous voyez même que vous courez alors que vous voudriez vous arrêter. Hein. Donc c'est un phénomène où il y a un emballement que l'on subit. Vous disiez tout à l'heure que Pierre Palmade avait dit « je suis toxicomane depuis », etc. La question qui se pose avec l'addiction, c'est dans quelle mesure on peut dire « je suis toxicomane ». C'est-à-dire qu'on le dit, et c'est vrai, et c'est audacieux, courageux et lucide de dire « je suis toxicomane », mais en même temps, vous n'êtes jamais seulement le produit que vous consommez. C'est-à-dire que l'identité d'une personne, et heureusement, ne se résume pas à je suis toxicomane. Et pourtant, par exemple, je suis alcoolique, le fait de pouvoir le dire est déjà une forme d'entrée dans la démarche pour aller mieux et pour se soigner. Hein, mais on ne peut jamais réduire une personne au produit qu'elle consomme et lui coller une étiquette, si vous voulez, une étiquette qui peut être extrêmement stigmatisante en disant par l'environnement, hein, celui-là, il est toxicomane. D'ailleurs, il se définit par je suis toxicomane, je suis alcoolique, je suis dépendant à ceci ou cela. Et vous savez, les dépendances, celles de M. Palmade, elles n'ont pas l'air très glorieuses puisqu'il s'agit de chemsex et de drogue dure. Bon, si tant est qu'il y ait des drogues douces, mais vous avez des addictions qui passent, j'allais dire, très bien socialement. Le sport peut devenir une addiction. Et or, on est tous invités, pour une meilleure santé, à faire du sport. Vous trouvez des médecins qui préconisent le sport et ils ont bien raison. Sauf que la pratique du sport peut se retourner elle-même en addiction et bousiller une vie de famille, par exemple. Mais qui aurait spontanément... Le sport, c'est très bien, vous voyez, c'est très valorisé socialement. C'est très valorisé médicalement. Or, ça peut devenir une addiction. Alors qu'évidemment, ce qu'a fait M. Palmade, tout de suite, on va dire, oh là là, moralement, et on a raison, moralement, c'est non seulement répréhensible, mais dangereux, mais le sport, bon, est quelque chose qui, au contraire, est valorisé. Donc, vous voyez, il y a une espèce de représentation sociale des addictions qui les différencie et qui leur donne parfois qui leur donne des notes, j'allais dire, par les gens et par la société, plus ou moins positives, plus ou moins valorisantes. Et vous faites la distinction entre addiction et dépendance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre addiction et dépendance? Il n'y a pas beaucoup de distinctions, vous savez, quand on les subit. Ce sont des définitions que je donne et que Micheline Clodon donne dans le livre que nous avons écrit. On essaye de les définir. Ce sont des mots qui se sont imposés dans les vocabulaires avec différents usages, mais que ce soit addiction, dépendance, où il y a un mot qu'on connaît très mal, qui est celui d'assuétude, qu'on connaît mal parce que finalement, il ne s'est pas tellement implanté socialement, mais c'est très comparable. Hein. L'idée quand même de l'addiction, qui est avec le mot « je suis addict à avec l'étymologie du mot « addiction » qui est être conduit vers en latin, c'est que quand on est conduit vers quelque chose qui nous dépasse. On est mené, vous voyez, malgré nous à le faire. C'est-à-dire, en gros, on devient esclave. Donc, l'idée de l'addiction, c'est être esclave d'un produit. Et être esclave, vous imaginez bien que ce n'est pas très glorieux. C'est-à-dire que quand vous êtes esclave, vous avez perdu votre liberté. Donc, on a par définition. Donc, quand on est addict à quelque chose, et quand une personne est addicte et qu'on la connaît comme telle, il faut d'abord la regarder comme une personne dont la liberté est de se décider est privée, et non pas comme quelqu'un qui
mais bouge-toi, fais quelque chose, tu vas y arriver. Le problème de l'addiction, et les soignants le savent bien, c'est que la volonté n'y peut mais. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a besoin de thérapeutes et parfois même de médicaments pour arriver à s'en sortir. Mhm. Et ce que vous écrivez dans votre livre, donc Laurent Lemoine, au défi des addictions, comment réagir aux éditions Salvatore, vous dites l'individu se montre de plus en plus ingénieux pour perdre sa liberté, comme si le propre de la liberté humaine était marqué de façon indélébile d'un puissant facteur sadomasochiste. Alors on le sait, il y a toujours eu des problèmes de dépendance à l'alcool dans toutes les civilisations, dans tout temps. Les drogues ont toujours existé. Mais aujourd'hui, quel est le nouveau paysage des dépendances ? Le paysage des dépendances, malheureusement, il s'est dégradé, il s'est noirci à partir du Covid. Donc, je ne vais pas faire un point zéro, Covid point zéro des dépendances, hein, mais disons que les tendances lourdes qui se sont encore alourdies, c'est depuis 2020 et en particulier depuis le premier confinement, hein. C'est-à-dire, on a vu les Français, et bien au-delà des Français, être confinés. Ça veut dire que dans le confinement, on a consommé des produits, des comportements, parce que tout simplement, chacun d'entre nous a subi, plus ou moins d'ailleurs, des formes d'isolement social qui sont propices à la dégradation de la santé, hein. Donc, on a vu que la dégradation de la santé physiologique des gens a eu lieu pendant les confinements et à cause du Covid. C'est vrai aussi sur le terrain des addictions. Donc ça, c'est malheureusement consonant avec ce qu'on sait du Covid et des confinements. Ensuite, il y a effectivement des addictions qui sont nouvelles, hein, et qui, autant les addictions sont connues depuis toujours, autant il y a malheureusement des addictions nouvelles et qui sont des drogues de synthèse, qui sont le phénomène du chemsex, par exemple. On en parle parce que Pierre Palmade a porté ça, si vous voulez, à l'actualité, mais c'est depuis des années qu'on est alarmé sur les questions de chemsex. Mais il y a le gaz hilarant, hein, par exemple, qu'utilisent les jeunes, hein, et qu'on trouve par ces petites cartouches que malheureusement on peut trouver dans la rue, etc., et qui sont des cartouches de gaz hilarant que les jeunes en particulier, mais pas seulement les jeunes, il ne faudrait pas non plus exagérer, consomment parce que ça a l'air d'être tout à fait sympathique comme drogue, sauf que cette drogue, par petites cartouches, est capable de causer très vite, des dégâts neurologiques importants, avec nécessitant des rééducations motrices pendant des mois et des mois, hein. Donc c'est vraiment un produit qui est tout sauf anodin. Voilà, vous avez puis vous avez des drogues, j'allais dire, anciennes qui se renouvellent, hein. Il y a une ingéniosité, malheureusement. On a parlé dans la cocaïne, ce qui est arrivé à Pierre Palmade, de la cocaïne, et puis il a lui-même parlé d'une drogue qu'on appelle souvent la nouvelle cocaïne, hein, et qui est à la fois moins chère. Vous voyez, il y a l'ancienne cocaïne, il y a la nouvelle cocaïne qui est moins chère, donc on peut se produire, dont on peut se fournir malheureusement plus vite. Vous voyez, donc il y a malheureusement une ingéniosité dans la création de nouvelles drogues ou de nouveaux comportements. Les comportements sociaux, moi je parlais tout à l'heure des écrans, Boris Cyrulnik lui-même dit: ne donnez pas d'écran à un enfant de moins de 3 ans, dit-il, enfin, parce qu'on sait très bien que le cerveau, hein, d'un tout jeune garçon, d'une toute jeune fille, ne peut pas absorber, n'est pas structuré encore pour ce type de comportement. Donc il y a et le propre des nouvelles addictions, si vous voulez, comportementales, je dirais, c'est que on n'a pas d'alternative, hein. Je communique par exemple avec vous ce matin par écran, mais c'est vrai que j'aurais pas eu l'alternative de venir parce que je suis trop loin de votre studio. Donc nous sommes dans un monde, si vous voulez, où il y a des formes de petites dépendances ordinaires, plus ou moins petites et plus ou moins ordinaires, pour lesquelles de toute façon on n'a pas d'alternative, c'est-à-dire on ne sait plus faire autrement. Ce qui renforce
l'analyse de certains sociologues ou philosophes qui parlent de société addictogène. L'expression est peut-être dure, mais nous serions enclins à, malgré nous, à notre insu, mais j'allais dire, de bon gré et à notre insu, entraîner à des comportements addictifs que la société, au fond, valide et qu'elle nous fournit. Et vous dites aussi qu'il y a un lien évidemment entre anxiété et addiction et que donc cette crise du Covid et aussi la crise écologique, enfin ce qu'on appelle l'éco-anxiété, amènent les jeunes notamment à avoir des comportements de plus en plus addictifs. Donc il y a un lien entre anxiété et addiction qui est dû à un environnement ou à un climat de stress, notamment pour la jeunesse. Oui, vous savez, il y a un lien entre anxiété et vie humaine, hein, tout simplement. Donc, l'anxiété fait partie de la vie humaine et d'ailleurs plutôt l'angoisse fait partie de la vie humaine et c'est certain que l'addiction peut apporter temporairement une solution. Quand je dis une solution, je dis pas ça de manière anodine, hein, c'est-à-dire que le problème de l'addiction, c'est que pour celui qui la consomme, qui consomme le produit ou qui a le comportement, ce comportement ou ce produit apparaît d'abord comme une solution et non pas comme un problème. Et donc, et c'est la solution qui devient son problème. On rejoint très vite la spirale dont vous parlez. Le phénomène de la spirale, il est très parlant, parce que malheureusement, effectivement, vous voyez vous-même tourner dans cette grande roue que vous n'arrivez pas à interrompre pour faire un pas de côté, qui est le pas de côté du soin. Donc, certains y arrivent, mais malheureusement, il faut s'y reprendre parfois plusieurs fois parce que l'addiction a un caractère chronique. Il faut pouvoir assumer, vous savez, pour sa propre existence, de se dire, je suis dans le cadre d'une maladie ou d'une souffrance, qui n'est pas la même chose, mais enfin, d'une maladie ou d'une souffrance chronique. Et donc ce que vous dites, c'est donc il y a un lien évidemment entre anxiété et addiction et ces dépendances de plus en plus, notamment par les écrans. Il y a une prise de conscience qui s'est faite, notamment mardi, c'était la journée sans Facebook. Il y a 2 semaines, il y avait la journée sans téléphone. Aujourd'hui, en ce moment même en France, on oblige la plateforme TikTok à mettre donc une réglementation pour les mineurs. Il y a une prise de conscience petit à petit de cette dépendance, même de cette forme d'hypnose qu'ont les écrans sur les jeunes aujourd'hui? Oui, oui et non. Je suis très réservé là-dessus parce que en fait, on crée le problème et ensuite on apporte la solution. Et le temps qu'on met entre créer le problème et apporter la solution, les dégâts ont déjà eu lieu. Donc, je suis réservé en général, vous voyez, c'est typiquement l'affaire Palmade. L'affaire Palmade porte des problèmes à l'écran, j'allais dire justement, qui sont bien connus et du coup, ça déclenche la proposition de tel ou tel ministre de dire on va plus faire comme ça, on va plus faire comme ça. Mais les problèmes, en général, on les connaît. Et donc, les solutions sont malheureusement, comme beaucoup de phénomènes aujourd'hui, apportées parce qu'une crise arrive, un phénomène d'actualité attire l'attention sur des pratiques qu'on connaît depuis longtemps et qui, jusque-là, étaient sans solution. Donc, oui, il y a des efforts. Je ne suis pas du tout en train de dire que les gens font rien, que l'État ne fait rien, pas du tout. Hein, mais c'est toujours un cran de retard, un coup de retard par rapport à un problème qu'on a créé. Et c'est au moment où on l'a créé qu'on n'a pas assez posé un cadre pour éviter n'importe quoi. Oui, c'est ça. Donc, il y a tout de même une prise de conscience. Et vous parlez, on parle aussi notamment de cette dépendance à la pornographie. Alors, c'était quelque chose on va dire que l'Église a toujours condamné, toujours prévenu qu'il pourrait y avoir un lien entre la pornographie et l'addiction. C'était pris pour... on disait que c'était un propos de bigot. Aujourd'hui, on se rend compte que véritablement, il y a un problème entre la pornographie et l'addiction. Enfin, l'addiction à la pornographie existe, notamment pour les adolescents, et que cette pornographie, en plus, est de plus en plus violente. Comment vous expliquez ça, qu'on se rend compte petit à petit qu'il y a cette addiction, et notamment une addiction qui a une véritable conséquence sur la vie sexuelle des jeunes aujourd'hui? Ben malheureusement, cette addiction-ci est une donnée sociale. Hein. On peut le déplorer et on doit le déplorer, mais c'est une donnée sociale, c'est d'une banalité effrayante, d'une certaine manière. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs si elle mérite
il faut la prendre comme telle, c'est-à-dire comme une addiction, et ne pas faire semblant que ce ne soit pas une addiction. Pour cette addiction comme pour une autre, malheureusement, dans un premier temps, et quand je dis dans un premier temps, c'est très optimiste, la volonté n'y peut pas grand-chose. Donc, elle relève également du soin. Et non pas d'abord d'une évaluation morale. Parce que, en fait, l'évaluation morale ne sert pas à grand-chose pour aider la personne. On est vraiment là aussi dans une démarche de soin, que ce soit un jeune ou quelqu'un de plus âgé, c'est à peu près la même chose, hein. Bien entendu, il y a une très forte banalisation de cette addiction. Elle fait partie des pires du point de vue de l'évaluation morale, parce qu'elle est tout de suite prise dans les raies de l'évaluation morale, donc très stigmatisante. Vous voyez, c'est autrement stigmatisante, par exemple, que l'alcool. D'une certaine manière, on a même glissé de la dépendance à l'alcool, qui était très honteuse, en fait, hein, à la dépendance à la pornographie, parce qu'elle est très facilitée aujourd'hui du point de vue de la honte. Mais bon, ressentir la honte, c'est bien d'ailleurs, hein, c'est un affect très primitif qu'on doit ressentir. Les gens qui n'ont jamais de honte, c'est quand même un problème. Mais enfermer cette addiction dans le champ de l'évaluation morale, ça ne va pas aider la personne à faire quelque chose pour s'améliorer elle-même et pour commencer à sentir. Cette addiction-ci, comme les autres, relève d'abord et fondamentalement d'une démarche de soin. Et on parle aussi, donc, vous parlez dans votre livre, Laurent Lemoine, Au défi des addictions, comment réagir. Vous n'aimez pas trop le télétravail, on le comprend, hein, que depuis la crise du Covid, donc le télétravail s'est répandu. Et donc vous dites que le télétravail aussi participe à l'isolement et donc peut créer aussi des addictions, notamment aux écrans. Oui, c'est évident. C'est pas que j'aime pas tellement le télétravail, c'est que, vous savez, les addictions viennent se nicher. C'est vraiment des niches, hein. Et au départ, une niche apparaît, on ne s'en rend pas tellement compte, et un glissement vers l'addiction peut se faire, hein. Donc moi, j'entends bien que le télétravail a apporté des solutions innovantes face à la crise, mais la corruption du meilleur mène souvent au pire. Et donc, le meilleur du télétravail peut aussi mener au pire parfois d'une addiction. Oui, c'est fort possible. Là, pour le coup, du coup, il y a un comportement alternatif, hein, c'est-à-dire je télétravaille plutôt que d'aller travailler. Par ailleurs, dans le cadre d'une crise de la valeur travail et du sens du travail que l'on connaît aujourd'hui. Et puis on est constamment sur des écrans, c'est-à-dire que lorsqu'on est en télétravail, on consomme aussi des écrans pour le travail et pour sa vie pro, et finalement on passe plus de temps sur les écrans, et une personne en réalité aujourd'hui peut passer l'entièreté de sa journée sur un écran au travail et dans ses loisirs. Mais ceci met en place, si vous voulez, ou me permet de parler de la situation sociale, pour ne pas dire sociétale, c'est-à-dire que nous sommes c'est des pulsions visuelles, quoi, hein, c'est les pulsions scopiques, comme on dit techniquement. On fonctionne avec des pulsions scopiques, on regarde, on est regardé. Ça veut dire, par exemple, que ces pulsions scopiques aboutissent à une crise de la lecture qui est considérable. On ne lit plus, on lit moins. Donc, parce que le phénomène de se fixer sur une page de livre, je dis ça alors que je viens ici parce que j'ai publié un livre, hein, mais le livre, c'est beaucoup plus lent que le regard, donc il y a une facilité, etc. Ensuite, la société actuelle, et on peut le comprendre, abonde dans des pratiques de facilité qui sont liées effectivement au regard, à la rapidité, alors que la lecture ou l'écriture sont des pratiques beaucoup plus lentes, mais incontestablement plus formatrices et structurantes sur le long terme que les pratiques très commodes, en effet, du visuel. Et à ceci s'ajoute d'ailleurs la crise de l'intimité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace de vie intime. Le tout transparence que la société promeut, et on comprend très bien pourquoi elle le fait, il ne s'agit pas de critiquer les demandes de transparence, mais le tout transparence a un effet secondaire qui est terrible, qui est la crise de l'espace privé, de la vie intime, qui précisément ne regarde personne.
Voilà. Et au moment où vous n'êtes pas regardé, hein, où vous pouvez avoir une vie intime qui ne regarde que vous et ceux avec qui vous voulez la partager. Et nous sommes, on le rappelle, en période de carême en ce moment, et cette période de carême, elle est propice, donc justement pour essayer de sortir de ces addictions, de ces dépendances par le jeûne, par l'aumône, par la charité. Alors comment sortir, pas forcément de grandes addictions, mais de petites dépendances dans cette période de carême? Quels efforts sont possibles pour sortir, voilà, de ces petites addictions du quotidien? Là, je pense que les pratiques spirituelles les plus classiques sont les meilleures. Hein. On parlait à l'instant, passer du regard au livre. Eh bien, passer du regard au livre, c'est pas forcément. Bon, il y a mon livre aujourd'hui, mais c'est pas. J'espère que mon livre ne sera pas une pratique de carême, n'est-ce pas? On rappelle le titre Au défi des addictions, hein, comment réagir aux éditions bon, Salvator. Se dire que la Bible est un média, hein, qui nous relie d'emblée à ce que Dieu souhaite pour nous, c'est un trésor qui nous est offert pendant le carême. Donc, c'est vrai que des pratiques spirituelles que l'Église propose depuis 2 millénaires sont des pratiques au moins de soutien, de soutien au sens presque thérapeutique du terme, et même mieux que du soutien, ce sont des pratiques heureuses parce qu'elles sont alternatives. Hein, et ça peut être, je pense beaucoup à la Lectio Divina, ou le fait de se retirer un petit peu du monde, c'est-à-dire faire une démarche de retraite, hein, qui n'est pas forcément une retraite d'1 semaine, mais qui est simplement prendre un temps, par exemple, pour marcher vers un sanctuaire. Voilà, est une démarche qui sera une démarche d'ailleurs au sens propre du terme pour le coup, hein, qui sera alternative et heureuse et de respiration à la fois humaine et spirituelle par rapport à une pratique addictive. Et donc et il me semble que l'Église a cette capacité, ce trésor de proposer des produits alternatifs et heureuses qui reposent sur le patrimoine qu'elle a et qu'elle offre à ceux qui veulent bien s'y adonner. Et justement, l'ascèse, le jeûne, est-ce que ce ne sont pas des moyens de purifier tout ça, c'est-à-dire de faire face, entre guillemets, à ces petites addictions, à ces petites dépendances pour pouvoir être plus libre au quotidien face à elles? Oui, je pense que l'expression que je retiendrai de votre part, c'est faire face. Ça aide à faire face. C'est-à-dire, ça permet certainement, avec lucidité, de se dire je fais face à quelque chose qui me domine, je me donne un moyen concret, l'Église m'en propose un, je m'en saisis. Et déjà, la capacité de faire face, c'est le début de la réhabilitation. Faire face, alors on retiendra ça. Merci beaucoup Laurent Lemoine. On rappelle donc que vous êtes théologien, dominicain, psychanalyste, et on rappelle le titre de vos 2 livres, Quoi de neuf docteur, la psychanalyse au fil du religieux aux éditions Salvator, et Au défi des addictions, comment réagir aux éditions Salvator aussi, et coécrit avec Micheline Clodon. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.